Mesdames et messieurs, chers représentants du Conseil régional, Monsieur le Président, chères consoeurs, chers confrères, c'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir tous ici, dans le local des URPS de chirurgiens-dentistes de la région Île-de-France, pour cette journée porte ouverte de la Maison des Soignants. Cette Maison des Soignants est une initiative de l'association Soins aux professionnels de santé, que j'appellerai SPS, si ça ne vous dérange pas. L'acronyme vous suffit. Merci beaucoup. Visant à créer un espace dédié au mieux-être des professionnels de santé. Quelques mots pour rappeler que, constitué en 2015, et là je vous pique un petit peu le... Mais vous inquiétez pas, vous représenterez tout à l'heure. L'association SPS vient en aide aux professionnels de santé en souffrance au travail et aux étudiants. Elle agit en prévention pour le mieux-être et réalise des enquêtes mettant en œuvre des actions et développe aussi des effets innovants pour améliorer la qualité de vie des professionnels de santé. Je n'en dirai pas bien sûr davantage, je n'en aurai pas la prétention de parler aussi bien de ce sujet que vous, Monsieur le Président. Mais je peux en revanche vous parler de ce que je connais, la souffrance de mes consoeurs et de mes confrères. Mes propos vont vous surprendre, certainement vous déranger, voire peut-être vous choquer. Cependant, on ne peut pas se réjouir de la création d'une maison des soignants. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce qu'à travers cette maison des soignants, je vois l'expression d'un besoin, celui de la détresse de mes consoeurs et de mes confrères, que je préférais ne pas voir exister. Quelques petits faits. Après le décès d'un interne à Reims, en février dernier, l'intersyndicale des internes dénonçait que c'était 10 à 20 internes qui mettaient fin à leur jour par an. Une autre enquête dévoile que 23,7% des répondants avaient déclaré avoir eu déjà des idées suicidaires chez les internes. En mai dernier, l'Ordre des infirmiers rendait public le résultat d'une enquête selon laquelle 40% des infirmiers indiquaient que suite à la crise du Covid, ils avaient envie de changer de métier. Le mythe de l'invincibilité des professionnels médicaux est tombé. Car il faut le dire, pendant trop longtemps, le proverbe qui consistait à dire « les cordonniers sont les plus mal chaussés » maintenant colle très bien aux professionnels de santé. Nous sommes toutes et tous tournés vers nous-mêmes. Nous exerçons des professions de santé, c'est un choix de s'occuper des autres. C'est aussi le choix de l'empathie, de la générosité et aussi du don de soi. Et ma feuille est tombée, c'est dommage parce que c'était chouette. Oui, merci. Les professionnels de santé sont des femmes et des hommes qui sont passionnés par leur métier. Des métiers qui demandent engagement, responsabilité et abnégation. Nous avons trop longtemps tué nos faiblesses, nos souffrances, nos doutes. Par ignorance peut-être, insouciance, inconscience, pudeur ou honte. Mais comment en sommes-nous arrivés à une telle détresse? Les causes sont à rechercher dans l'évolution de la société et peut-être aussi celle des comportements. Le temps consacré aux soins, en constante diminution au profit de tâches administratives, toujours plus nombreuses, toujours plus contraignantes. Des conventions souvent inadaptées au progrès de la société. Des distributions territoriales, Dr Taureau, qui malheureusement, vous le savez fort bien, sont de plus en plus fortement inégales. Et parfois des manques de discernement, qui font peser sur certains une charge de travail titanesque, des horaires de travail démentiels, et de plus en plus de concurrence déloyale par des structures de soins que l'on peut rencontrer de plus en plus, comme par exemple dans certains, malheureusement je suis bien placé pour le savoir, dans certains centres dentaires fortement déréglementés en comparaison à l'exercice libéral. Les contrôles de plus en plus intrusifs de la part de certaines administrations, souvent justifiés mais parfois infondés, sont parfois totalement irrespectueux des droits de la défense. Et malheureusement, une augmentation de la judiciarisation des relations avec les patients.
Ces exemples traduisent le parasitisme qui affecte quotidiennement l'exercice professionnel de santé. Un parasitisme qui réduit nécessairement le temps disponible consacré aux soins et aux besoins de... Un parasitisme qui réduit nécessairement la disponibilité des consacrés aux soins, alors que ces besoins sont de plus en plus croissants dans notre société. Il s'ensuit du coup une fatigue, un épuisement professionnel, une angoisse constante et une oppression. De plus, de nouveaux mots sont apparus dans notre société. Harcèlement, insultes, menaces, vandalisme, comme vous avez pu le voir devant même la porte de nos URPS, vol, et j'en passe. La crise sanitaire n'a fait que exacerber les comportements de ces rares violences. Je garde encore en mémoire les dégradations subies par une pharmacie nancéenne en juillet dernier suite à une manifestation contre le pass sanitaire. Cette pharmacienne était choquée par la violence extrême des manifestants, violence que je condamne fortement. Et je profite d'ailleurs pour exprimer toute ma solidarité et celle des URPS de chirurgiens dentistes de France envers tous les professionnels de santé qui œuvrent quotidiennement, sans relâche, et ce depuis 18 mois, pour aider à faire sortir notre pays de la crise sanitaire. C'est malheureusement aussi cela, l'exercice de la profession de santé aujourd'hui. Tous ces faits participent à un lent et inexorable mouvement de dégradation de la santé mentale de nos consoeurs et de nos confrères, qui rend leur quotidien difficile, le rendant même parfois insupportable jusqu'à commettre l'irréparable. C'est pourquoi les chirurgiens dentistes libéraux d'Île-de-France ne peuvent rester insensibles à la création de cet îlot de paix et de sérénité que constitue la Maison des soignants. C'est d'ailleurs avec une réelle fierté que notre URPS accueille dans ses locaux cette merveilleuse initiative. Elle suscite pour nous beaucoup d'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur pour la profession, pardon, pour les professions. De temps en temps, je pense un peu trop à moi. L'espoir meilleur pour les professions et pour les chirurgiens dentistes en particulier, bien évidemment. Mais si ce remède à nos maux est le bienvenu, ne nous trompons pas. Il faudra un jour avoir le courage de s'attaquer à ces causes. Nous attendons ici beaucoup, bien évidemment, des pouvoirs publics. La validation des professionnels de santé est d'accompagner nos concitoyens de la naissance jusqu'à la fin, de les soigner, de les guérir, de les sauver. C'est une fierté pour toutes et tous. Nous sommes des acteurs de la vie. Faisons tous en sorte de la rendre meilleure pour nous aussi. Je vous remercie. Je t'ai écouté, cher Président, cher Thomas. Il n'y a pas une parole, un mot à ôter à ton discours. Toi, je ne t'ai pas encore entendu, mais je t'ai lu, d'accord? Alors, avant toute chose, je me présente. Donc, je suis Ludovic Taureau, je suis médecin généraliste, installé depuis 30 ans en Seine-Saint-Denis, dans le 93. J'ai effectué avant quelques années en tant qu'attaché aux urgences d'un hôpital de Seine-Saint-Denis. Et j'ai pu voir, et vous avez pu voir, ce qui se passe aujourd'hui depuis, je dirais, 30 ans. C'est-à-dire qu'un système de santé qui s'effondre, mais qui ne s'effondre pas seulement au point de vue économique, mais qui s'effondre au niveau des soignants. Nous sommes 2 millions de soignants aujourd'hui, et ces 2 millions de soignants sont maltraités. Ce n'est pas nouveau, sauf qu'à mon époque, un interne ne se suicidait pas, ou très rarement. Aujourd'hui, c'est fréquent. À mon époque, les infirmiers, les aides-soignants, les dentistes, les médecins ne pensaient jamais à arrêter leur profession. Aujourd'hui, ils y pensent chaque jour. Tu as parlé d'agression, c'est de plus en plus fréquent. Notre profession, maintenant, vous pouvez voir dans les cabinets, il y a des agressions fréquentes, des procès qui se font de plus en plus, comme aux États-Unis, ça devient pratiquement habituel. Donc notre profession est en danger depuis très longtemps. Je ne connaissais pas la SPS, en fait. Moi, je suis médecin, je suis maire de ma commune, une petite commune du 93, 4800 habitants, 60% d'espace vert. Et je me suis engagé donc en politique, mais j'ai voulu continuer absolument mon activité de médecin généraliste. Parce qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne vit pas au quotidien. Et il est important de le faire. Après, j'ai été nommé conseiller régional d'Île-de-France et j'ai eu cette délégation de la part de la présidente sur la désertification médicale. Je peux dire que le travail il va être long, parce que la désertification médicale, ce n'est pas seulement pour les médecins, ce n'est pas seulement pour les dentistes, c'est pour tous les soignants. Cette désertification médicale, ça prouve une chose, c'est que les gens sont de moins en moins attirés par cette profession. Ils sont de moins en moins attirés par cette profession parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient comment on les traite. Cette dernière crise sanitaire a été une caricature
de comment on traitait les soignants. Un jour, on les applaudit, le lendemain, c'est des bons à rien. Ça, c'est plus possible. Dans un pays où les soignants sont traités comme ça, comment vous voulez-vous qu'on soigne bien les gens? Il y aura de moins en moins de vocations, parce que c'est une vocation être médecin. C'est une vocation. J'ai vu ton parcours, cher Eric. C'est une vocation. Pareil pour toi, je n'ai pas tout vu. Toi, j'ai juste vu que tu t'intéressais beaucoup à cette Z-Top et au Rolling Stone. J'aime bien regarder sur les Facebook avant de voir ce que sont les gens. Alors, pour vous dire, c'est ma vie privée, mais il est à Ardévenne et j'ai passé ma jeunesse à Ardévenne sur ces plages, d'accord? Mais c'est important parce que la vie fait qu'on se croise, on s'entrecroise et à la fin, on s'additionne. C'est toute ma présence ici. Quand Valérie Pécresse m'a demandé de venir ici pour la représenter, j'ai regardé un peu, parce que je ne connaissais pas. Je suis médecin généraliste en 93, je ne te connais pas. Je ne connais pas, alors que c'est indispensable. Mais est-ce une structure privée de mettre ça en place? N'est-ce pas un constat d'échec de devoir soigner les soignants? N'est-ce pas la fin d'un parcours et une remise évidente qu'il faudra faire très rapidement sur le système de santé de français? Mais le système de santé, ce n'est pas que des lits de réanimation. Ce sont les gens, les infirmiers, les médecins et tout ce qu'on a vu. On a vu toutes les déclarations, et je ne fais pas de politique, par rapport à ceux qui ne connaissent rien de la médecine, qui ne connaissent rien des soignants, et qui aboutit aujourd'hui à l'urgence de ces structures que tu as mises en place. C'est vrai que quand tu as dit des internes qui se suicident, qui veulent se suicider, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On part sur des études de 10 ans, et à un moment, on se remet tellement en cause qu'on est prêt à se suicider. C'est vrai que la pression dans les hôpitaux est magistrale, parce que tout simplement, il y a de moins en moins de médecins. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui des hôpitaux privés, des hôpitaux publics. Mais voilà, il y a une paupérisation dans les hôpitaux, ça se casse la figure, mais il n'y a rien qui bouge. Ça fait 30 ans qu'on parle de médecine qu'avec de l'argent, et pas avec de l'humain. Les soignants, c'est d'abord de l'humain, et en rien. Alors, tu vas me dire, pourtant, il faut de l'argent. La preuve, c'est que la région va vous accompagner. J'ai vu que c'est à peu près à hauteur de 230 000 €. Je ne sais pas si ça suffira. Mais ce qui est symbolique aujourd'hui, c'est cette alliance entre deux professions qui sont différentes, mais qui sont des soignants. Merci à toi, nouveau président. Ta première action est magistrale. Pouvoir donner un lieu en fait en présentiel, et pas seulement avec un coup de téléphone. Pouvoir avoir un endroit bien situé où on va venir et on va parler. Mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que vous allez avoir assez de moyens pour traiter tous ces soignants qui ne parlent pas forcément? Vous avez pu le voir. On dit que les soignants font des grèves, mais des grèves de quoi? Les soignants sont là pour soigner. Un soignant, oui, on va se mettre en grève, mais vous savez très bien qu'on ne le fera pas. Parce que tout simplement, il y a des gens qui souffrent, il y a des pathologies de plus en plus fortes, et vous verrez que les années à venir, en termes de pathologie, je pense, sont en retard de diagnostic par rapport à cette Covid. Alors c'est vrai que cette crise de Covid nous a montré à quel point la fragilité était forte dans notre système de santé, et qu'il faudra de toute façon tout remettre en question après, ou même, je dis après, mais maintenant. Il ne faut pas attendre la fin d'une crise pour remettre tout en question. On me parle du Ségur, de ce que vous voulez. On me parle de 10 milliards, mais c'est quoi 10 milliards? Je ne sais même pas, les gens ne savent pas. Allez, on va vous mettre 5 milliards. Et alors? Est-ce que ça va changer l'ambiance? Moi, quand j'étais interne, excusez-moi les propos, on déconnait tout le temps. On était hyper contents aux urgences. Mais c'était la teuf tout le temps. Excusez-moi de vous dire ça sans vous provoquer, il y avait une salle de garde. Il y a plein d'hôpitaux aujourd'hui, il n'y a plus de salle de garde. La salle de garde, il y avait les infirmiers, tout le monde se voyait, on déconnait. Il y a des films que je ne pourrais pas mettre, hélas, aujourd'hui, parce que je suis maire. Mais c'était chaud. Mais c'était de l'ambiance. Parce que les soignants doivent travailler dans une ambiance, dans une confiance, avec la direction. Et on se rend bien compte dans les hôpitaux que ça n'existe plus aujourd'hui. Alors, il y a la médecine libérale aussi qui est en difficulté. En Seine-Saint-Denis, il n'y a plus de médecins généralistes. On parle de la crise du Covid, mais dans 3-4 ans, où les gens iront se faire soigner? Ils iront directement aux urgences parce qu'ils n'auront pas accès. Ou alors, ils auront des téléconsultations. C'est la grande mode. Moi, je pense que notre métier, c'est principalement du contact en direct. Ok, ça peut aider en termes de dépistage. Mais quand il y a une vraie pathologie et que vous devez l'annoncer à quelqu'un et le suivre, un regard, une poignée de main peut des fois soigner beaucoup plus les gens qu'un simple appel téléphonique. Donc voilà, sachez que pour moi, c'est un honneur, une émotion de venir à vos côtés, vous soutenir par cette somme. Mais au-delà de ça, mon mandat va durer 6 ans sur la région Île-de-France. J'ai en charge des investigations et je vais créer des liens avec vous deux et avec vos structures qui va bien aller au-delà. Parce que la région a donné de l'argent, il faut que les autres donnent de l'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour faire fonctionner, pour avoir des gens qui viennent ici tenir les structures, pour pouvoir payer une location. Je m'engage très clairement à être à vos côtés pour trouver dans tous les acteurs de la santé et au niveau ministériel aussi. Parce que si aujourd'hui ça existe, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'on n'a pas anticipé et qu'on n'a jamais anticipé. On regarde les trains passer et on ne met jamais en question. Vous, de par votre action, vous allez mettre ça en place
Et votre réussite aujourd'hui, la preuve, on est tous là aujourd'hui pour vous applaudir et pour vous féliciter. Nous ferons tout pour augmenter votre potentiel en termes d'une chose, aider les soignants à rester soignants et faire que la médecine française continue à être la médecine française. Merci à toutes et à toutes pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je suis très ému parce qu'en fait, on a vraiment des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est le combat de SPS depuis 6 ans. C'est de fédérer que des gens qui ont envie. Et retenez ce mot-là, l'envie. Ceux qui n'ont pas envie, on n'en a pas besoin chez nous. Ceux qui sont chiants, on n'en veut pas chez nous. Ceux qui sont cons, on n'en veut pas chez nous. On ne veut que des gens sympas qui ont envie. Et donc, vous voyez déjà, on a 2 personnes qui sont là. Je tenais à remercier avant de démarrer Pierre Carayon. Pierre Carayon, 80 et quelques années, je ne sais pas loin des 90. Sa femme vient de décéder. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est Pierre qui est à l'origine de tout ça. Et c'est à lui que je voudrais donner cette porte ouverte. On applaudit Pierre, s'il vous plaît. Voilà, on va laisser l'émotion, maintenant on va repasser à l'action. Aujourd'hui, c'est la première journée de la Maison des Soignants. C'est un projet que nous avions depuis 3-4 ans en équipe et qu'on avait vraiment du mal à concrétiser. Pourquoi ? Parce que la région parisienne est une région très chère en immobilier et on nous avait dit « vous n'y arriverez jamais, Henri ». Ça, quand on me le dit, moi je lâche pas le morceau. Et surtout, quelqu'un s'est présenté, c'était l'ancien président qui est venu, Jean-François Chabnat, qui est venu, et nous remercions encore une fois Thomas Olivier McDonald, de continuer à persévérer avec nous à nos côtés. Il l'a bien dit, on en a vraiment besoin. Et ce sera un lieu phare. Franchement, l'Arc de Triomphe à 200 mètres. Je veux dire, dans le monde entier, on ne peut pas trouver de phare mieux allumé jour et nuit. D'accord ? Donc c'est vraiment fantastique. On ne pouvait pas espérer mieux. Catherine, je crois que franchement, aujourd'hui, vous faites un grand bonheur à nous tous. Et je le répète encore. Voilà, donc nous allons chercher d'autres partenaires. Effectivement, le Conseil régional d'Île-de-France a ouvert la porte. Nous avons d'autres partenaires qui travaillent pour la plateforme, qui nous ont financé la plateforme et pour l'instant n'ont pas financé la Maison des Soignants. On est très carré dans nos colonnes de financement. Donc on va retourner vers eux, vers les ARS, vers d'autres partenaires, les hôpitaux. J'attends beaucoup de la PHP. On a eu beaucoup de mal avec M. Martin Hirsch et je le redis clairement. Nous avons eu beaucoup de mal avec M. Martin Hirsch. Et la façon dont a procédé ce système parisien, qui est un État dans l'État, est un scandale. Je le redis, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'on utilise des soignants et on les pressurise comme si c'était des citrons. Et quand on n'en a plus besoin, on les jette. D'ailleurs, il y a 10 000 qui se sont barrés, 10 000 infirmiers français qui ont quitté leur métier. Et j'en pense qu'en région parisienne, il y en a un sacré paquet qui a quitté son métier. Je vais vous dire pourquoi. J'ai ouvert une maison de santé en Bretagne, ils arrivent tous chez nous. Ils quittent la région parisienne pour venir chez nous. Et ça, c'est un signe grave d'un dysfonctionnement des hôpitaux parisiens qui surutilisent leur personnel, leur manque de respect, leur crée des listes de travail et leur empêche d'avoir une vie privée. Et ça, il faut vraiment que ça change. Et ça, c'est le management qui doit changer. C'est important, le management. Et le système de directoire des hôpitaux doit aussi changer. Et dans le temps, on avait la ville qui avait une grosse importance dans la gestion des hôpitaux. La ville qu'on a poussée dehors parce qu'on lui disait « ouais, t'es électoraliste, tu fais embaucher des gens pour se faire voter derrière ». Mais je vous rappelle qu'à cette époque, quand les maires géraient les hôpitaux, dans les villes étaient apaisées. Elles étaient calmes parce qu'on faisait rentrer la vie civile dans l'hôpital et l'hôpital se mettait au service de la vie civile. Voilà. Donc, actuellement, c'est géré un peu comme chez Leclerc. J'ai rien contre Leclerc, mais moi j'aime bien les petits commerces. Et donc, c'est géré comme une entreprise. Vous avez des chefs de rayon. On vend de la chirurgie. On vend tout ce qui se vend bien, on le vend. Et tout ce qui ne se vend pas, on le vire de l'hôpital. Eh bien, ça, ce n'est pas normal. Il y a des services d'addiction dans les hôpitaux qu'on ferme parce que ça n'est pas productif pour un hôpital. Comment voulez-vous soigner des gens qui ont des addictions s'il n'y a plus de service d'addiction ? Donc il va falloir revoir complètement la copie d'organisation des hôpitaux français. Et quant au monde libéral, eh bien oui, on a été massacré au début du Covid parce que globalement on nous a dit qu'on servait à rien. À rien. Les kinés ont fermé. Les médecins attendaient les patients à qui on avait dit que c'était très grave d'aller chez eux. Toutes les professions ont disparu. Les blocs opérateurs ont fermé. Les dentistes ont fermé. C'était dingue. D'un coup, on n'avait plus qu'en France un système qui marchait, c'était l'AREA. La France avait un système fantastique, c'était l'AREA, et on les baladait d'hélicoptères en avion à l'autre bout de la France. Franchement, pour disséminer du virus, il n'y a rien de tel que de mettre un type dans un avion et de le faire traverser la France pour disséminer dans la ville. C'est complètement anti-épidémique, cette affaire-là. Toujours est-il. Maintenant, le Covid nous a bien aidés, puisque nous sommes devenus la plateforme la plus utilisée en France par les soignants. Grâce à ça, tout le monde a un peu reconnu le travail que nous faisions. Nous espérons continuer dans cette démarche. Et nous cherchons donc
d'autres partenaires que nous allons retourner voir, tous ceux qui sont avec nous, toutes les ARS, tous les conseils régionaux, le ministère que nous devrons aller voir ensemble, parce que nous avons toujours reçu des fins de non-recevoir du ministère, qui nous interrogeaient pour savoir comment fonctionnait si bien notre plateforme, et essayaient de nous piquer l'idée, et ils la faisaient à côté, et c'était une catastrophe. Donc voilà où en est notre brave pays français, et effectivement, si nous sommes là aujourd'hui avec SPS dans la Maison des Soignants, c'est justement parce qu'il y a une carence de l'État. L'État n'a pas mis à la disposition de ses citoyens et de ses travailleurs un système psychopsychiatrique à la hauteur des enjeux d'une société moderne. Jusqu'aux années 2000, nous avons soigné l'organique. Infarctus, cancer, etc. Tout ça, c'est super développé. Vous avez les services de gastro, cardio. La cardio a pris une place énorme en France. La pneumo, qui fait des pathologies aussi graves, n'a pas réussi parce qu'en communication, ils sont pas si bons. Et puis la psychiatrie, c'était le parent pauvre, hein. En 80, on a fermé 20 000 lits. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens psychiatriques qui sont dans les rues et qui vivent à côté de nous et qui parfois cassent des poubelles, foutent le feu un peu partout. Mais c'est la nouvelle société, il faut l'accepter. On ne peut pas enfermer les gens derrière des murs. Mais avec ça, on n'a pas développé la psychopsychiatrie. La psychiatrie, oui, mais la psycho, non. C'est-à-dire que ce n'était pas reconnu, la petite souffrance, la petite anxiété, la petite gêne, la petite colère, tout ça. Oh, c'est rien, tu vas t'arranger, c'est ta personnalité. C'est toi qui dois pas être bien élevé, tu n'arrives pas à t'intégrer, etc. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand on est face à un harceleur, face à un système qui ne fonctionne pas, les gens dysfonctionnent. Mais ils ne sont pas dysfonctionnants, ils dysfonctionnent parce que le système ne fonctionne pas. Et donc il faut que ces gens puissent raconter ce qu'ils vivent dans leur service, puissent raconter ce qu'ils vivent, qu'ils subissent, pour que quelqu'un d'extérieur leur dise « Ah ben dis donc, comment ça se fait que tu as réussi à tenir 5 ans dans ce système, il faut donc le quitter ». Donc voilà, c'est tout ça SPS, et cet endroit aujourd'hui de la Maison des Soignants, le but, c'est que ces gens maintenant, au-delà de la plateforme téléphonique, puissent se déplacer, puissent rencontrer des vrais humains, vraiment leur parler, et que très rapidement, on leur mette en place un système qui les prenne en charge et qui leur évite, effectivement, comme tu l'as dit, un suicide en bout de chaîne. Voilà tout ce que SPS a mis en place, voilà nos partenaires, et je remercie encore pour cette belle journée que nous allons commencer. Je vous remercie d'être les premiers, parce que vous êtes les premiers à être présents dans cette salle et dans ce bel amphithéâtre, et je vous souhaite à tous une belle journée et de beaux ateliers. Merci de votre écoute. Bonne journée.